يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver. C'est bonne fête à tous les travailleurs tout d'abord. Eh bien, au sommaire de Stade 24 aujourd'hui, on ira sur les Coupes d'Afrique. L'USMA d'Alger se qualifie pour les demi-finales après avoir battu les forces armées royales marocaines 2-0 au 5 juillet. Ils reviennent avec la qualification malgré la défaite 3-2 à Rabat. Plus d'Algériens, plus d'équipes algériennes en Champions League africaine. Le CRB et la JSK quittent la compétition. Pour le CRB, c'était déjà entamé au match aller. On parlera dans des hauts et des bas. La Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a gagné son premier match, n'a pas raté son entame de compétition. Et on ira sur le match de demain qui mettra aux prises l'Algérie au Sénégal. Et d'ailleurs avec nous aujourd'hui, un membre de l'équipe sénégalaise, membre du staff de l'équipe sénégalaise qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui était au Mondial également, Nordine Bouachira, qui, je le rappelle, a été entraîneur à Strasbourg, à Troyes, également en Angleterre. Il a travaillé avec la Chine, il était aux Jeux Olympiques. Nordine Bouachira, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir ma mère, merci de me recevoir. J'ai rappelé votre CV pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne vous connaissent pas. À vos côtés, Sid Ahmed Reddis. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mamar, bonsoir à notre invité. Ça nous fait plaisir de le recevoir, comme vous dites, pour les plus jeunes. Je pense que beaucoup ne le savaient pas, jusqu'au jour où le Sénégal a été sacré champion d'Afrique. Donc c'est là que le grand public a découvert Nordine Parce que Bouachira. vous étiez également en Coupe d'Afrique 2019, l'année du sac de l'Algérie, mais vous étiez avec Corentin Martins, avec la Mauritanie. Exactement, j'étais entraîneur adjoint. Nordine Bouachira, votre présence à Alger, vous êtes venu voir la Coupe d'Afrique des Nations des U17 ? Je viens régulièrement sur Alger depuis plusieurs années, puisque je suis aussi instructeur CAF. Et donc, dès qu'il y a des compétitions, je viens à titre personnel pour regarder ces compétitions-là. L'événement de Stade 24. L'USMA d'Alger s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football après avoir battu 2-0 les phares. Au match retour, 3-2 avec un super but d'ailleurs de Bousselia. Retour sur la qualification de l'USMA d'Alger, c'est un sujet signé Salah Faisal. Le général Benchicha a gagné la bataille face aux forces armées royales marocaines. L'USM Alger s'est fait peur à Rabat. Les Rouges et Noirs ont réussi leur mission. Grâce à leur victoire 2-0 au match aller, les USMistes ont éliminé avec un arbitrage vicieux en démontrant de la maturité et du talent. Benchicha a géré les moments les prenés vers Redouani qui confirme sa bonne forme de la SEC Mimosa. Match aller prévu le 10 mai alors que la manche retour aura lieu une semaine plus tard. Nordine Bouachira, si je vous dis que l'USMA d'Alger, au vu des équipes restantes, peut-être s'offre un boulevard pour aller en finale. La SEC Mimosa, quand on sait qu'aujourd'hui les clubs ivoiriens ne sont plus au meilleur niveau, on est bien loin des années 90 et des années 2000. Je pense que l'USMA a fait un réel exploit, d'abord en gagnant à domicile, puis en allant chercher sa qualification. Le leader du championnat marocain. Exactement, face au leader du championnat marocain. Et ils ont eu plein de sang-froid, ils sont revenus 2 fois au score. Et ça, c'est un signe que cette équipe elle est en train de se constituer avec le travail de son coach et d'aller chercher, je pense, ce trophée-là qui leur tend les mains. Abdelhak Benchira qui a pris la succession de Boualem Charef. Si au début, le staff technique, il y a eu quelques... Parce qu'ils se cherchaient un peu, le groupe, ils apprenaient à connaître le groupe. Là, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, ils connaissent mieux le groupe et les résultats, la dynamique des résultats va permettre à cette équipe de l'USMA d'Alger d'aller peut-être chercher le podium, sûrement, d'aller chercher le podium, mais également d'avoir des ambitions sur la Coupe de la CAF. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont sur une dynamique positive et ils sont réellement dans le money time. Et c'est la période où il faut arriver en forme, exactement. Sid Ahmed Reddis, Bousseliou, superbe but, son deuxième but, mais également on voit des joueurs qui sont en train de hisser leur niveau de jeu. Je pense à Ardouani qui a marqué au match aller, je pense, avec la qualité d'un joueur comme Belaïd. Bousseliou qui a marqué. Chita aussi. Chita qui revient à son meilleur niveau, lui, qui a connu des pépins sur le plan physique. Sur le plan physique. Donc on voit que c'est une équipe, les joueurs reviennent au bon moment. Clairement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, au vu de cette qualification, parce que je dirais que vraiment, cette équipe de l'USMA est allée arracher cette qualification au phare de Rabat. Pourquoi ? Parce que quand on voit le début du match, et comme l'a si bien dit Nordine,
c'est une équipe qui a du mental. C'est vraiment une équipe qui revient par 2 fois. Et je pense que n'importe quelle équipe, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, souvenez-vous, il y avait l'entraîneur adjoint Khaled Zimiti, on avait dit que ce match, c'était plus sur le plan mental qu'il fallait le préparer, parce qu'on a vu, s'il reproduisait le même match tactiquement que le match aller, c'était vraiment acquis pour les Usmistes. Mais mentalement, il fallait être fort. Pourquoi? Parce qu'on a vu la pression, un arbitrage vicieux, et aussi, ils encaissent un but. C'était un scénario catastrophique. Tout le monde s'attendait. À la 8e minute, tout le monde se disait, l'USMA… Ils ont marqué très tôt. Très tôt. Et en plus, avant le but, l'USMA était asphyxié. Il n'arrive pas à sortir de sa zone. Ben Bot a dû faire 2-3 arrêts. Les joueurs n'y arrivaient plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'attendait à ce que l'USMA allait souffrir sur cette rencontre. Vraiment, c'est le scénario catastrophe quand vous menez 2-0. À 8 minutes de jeu au match retour avec pas moins de 60 000 supporters, être mené déjà 1-0, ça va être compliqué. Mais tout de suite après, ils sont revenus, ils ont eu le mental, ils ont marqué ce but égalisateur à la 14e minute. Donc vraiment, c'est une équipe qui a de la ressource. Très vite revenu dans le jeu. Très très vite. Le mental, on en parle. Ça a été l'un des points forts de l'USMA d'Alger sur ce match. Mais généralement, nos joueurs, quand ils sont menés au score, on les voit, ils ont des difficultés à revenir dans les matchs. On voit qu'ils sont sur une dynamique, et c'est ça qui est encore une fois intéressant. Revenir 2 fois au score sur un terrain adverse face à un public, on connaît la pression du public marocain, et face à un leader, on n'est pas face à une équipe qui est en difficulté, on est face à une équipe qui est sur une dynamique très positive, et par 2 fois, cette équipe, l'USMA fait jeu égal avec, et se qualifie d'ailleurs, face pour les demi-finales. Assec Mimosa en demi-finale. On va écouter le président de l'USMA d'Alger, M. Arab. Eh ben, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Aujourd'hui, je suis très très content de cette victoire. Même si c'est une défaite, mais c'est une victoire pour nous, puisque c'est la qualification pour les demi-finales. Eh ben, ça a récompensé tout le travail qui a été entrepris, aussi bien par les joueurs, le staff technique et l'administration. On ne parle pas beaucoup, mais on travaille beaucoup. Eh ben, à chaque fois, il remontait. À chaque fois, il remontait. Ça veut dire qu'il y avait un bon moral au sein de l'équipe. Il y avait une bonne entente au niveau de tous les joueurs. Et donc, à chaque fois, il y avait la remontada. Je demande aux supporters de rester derrière leur équipe jusqu'au bout. Le président de l'USMA d'Alger, il y a eu de grosses difficultés dans les relationnels entre la direction de l'USMA d'Alger, leurs supporters. C'était, il faut le dire, à un moment donné, le courant ne passait pas. Je pense que ça va être la grande union autour du club, parce qu'aujourd'hui, on les voit, ils sont bien partis. Et ils en ont besoin. Sur ce type de match et sur la fin de saison. Tout à fait. Encore une fois, jouer parce qu'on ne peut pas dissocier. Vous ne pouvez pas dissocier. Non, jouer sur en plus, ils jouent sur 2 tableaux parce qu'ils jouent un championnat et ce trophée, aller chercher ce trophée. La difficulté pour eux, ça va être de gérer les 2 objectifs aujourd'hui. Et ça, avec les effectifs qui peut-être sont réduits, ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Nordin Bouachira, j'allais dire. Khaled Zimiti, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir, maman. Bonsoir à vos Nordin Bouachira qui est avec nous. Félicitations, Khaled Zimiti. Merci à vous, merci maman. Alors, dites-nous, comment vous avez vécu le match? On parlait du mental des joueurs de l'USMA d'Alger. Menés au score, ils sont revenus à chaque fois. Oui, tout à fait, c'est juste. C'est une question de mental. Oui, on a bien travaillé tout au long, juste après le match de l'aller. On connaît que c'était en face une bonne équipe avec des bons joueurs qui sont premiers au classement au Maroc, pas par hasard. Donc on a bien préparé le match. Et ils ont un public, ils ont des joueurs qui, au départ du match, ils ont pressé après aux 4 minutes. Donc ce qui nous a… En demi-finale, l'Assec Mimosa, il y a un bon coup à jouer pour l'USMA d'Alger. Oui, donc maintenant les matchs vont être certainement de plus en plus durs, parce que c'est les demi-finales, on est tout près de la finale. Donc toutes les équipes vont faire le maximum pour aller en finale. Mais on va aussi encore bien préparer le match. Pourquoi pas aller en finale après le deuxième match qu'on va jouer au 5 juillet. Vous pouvez aller chercher le podium en championnat. Vous avez également un coup à jouer en Coupe de la CAF. Est-ce que vous avez l'effectif pour? L'effectif, bon, c'est vrai qu'on a un effectif. Et ça commence déjà ce vendredi, un match contre la JSK. Oui, il y a de la qualité.
Mais bon, comme vous le savez, il y a toujours des blessés, il y a toujours des absents. Et on fait avec, on gère tout l'effectif. C'est vrai que c'est pas facile. Je vous donne l'exemple. On est sorti hier à 22h, on est arrivé aujourd'hui à 16h. Merci Khalid Zemiti d'avoir été avec nous en direct et félicitations. Encore une fois, vous avez un match contre la JSK ce vendredi. C'est un match de mise à jour. C'est toute la problématique récupération, il le dit si bien. Effectif également. Bon, il y a 25 joueurs, 27 licences. Mais bon, 27 licences avec un effectif. Il y a eu 8 joueurs qui étaient au CHAN, au dernier championnat d'Afrique des Nations. Ça également, ça aide d'avoir des joueurs au CHAN parce que ça vous donne de l'expérience. C'est important d'acquérir de l'expérience internationale parce que le CHAN, c'est encore une fois une compétition internationale qui n'est pas simple à jouer et qui permet, encore une fois, de gérer la pression, de gérer ces matchs à haute intensité. Alors je vous pose la question parce qu'on va arriver également à la Champions League africaine. Est-ce que Nordine Bouachila, vous êtes sur le continent, vous suivez ce qui se passe sur le continent, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, qu'une équipe algérienne peut aller chercher le trophée de la Champions League africaine? Je rappelle, dernière équipe à avoir gagné l'entente de Sétif en 2014. Aujourd'hui, moi, ça me paraît difficile. Pourquoi? Dans la mesure où, déjà, quand on voit le niveau africain, de nombreux clubs ont élevé leur niveau. On prend le cas de Mamelodi, on voit le cas de Simba, qui est un club tanzanien qui est en train de monter. Les clubs marocains qui sont à la tête, les clubs égyptiens, traditionnellement, qui sont dans les derniers carrés. Donc le niveau est très élevé. Et on voit que ces clubs-là, quand on analyse les effectifs de ces clubs-là, bon, ils sont nombreux, beaucoup de ces clubs ont de nombreux internationaux. On prend le cas de Mamelodi, c'est 13 internationaux, une dizaine d'internationaux africains du Sud, 3 internationaux, un ami bien qui fait partie des meilleurs attaquants africains, c'est Chagoulilé, un Kenyan, etc. Donc, déjà, en termes de recrutement, je crois que les clubs algériens sont limités. Parce que 2 joueurs étrangers. 2 joueurs, je crois que les clubs algériens... qui ne dépassent pas les 27 ans. Exactement. Et on droit à 2 joueurs étrangers. Et donc, il y a cette loi qui limite déjà la concurrence pour les clubs algériens. Et à mon sens, à terme, il faudra revoir pour donner la chance aux clubs algériens de pouvoir jouer à armes égales. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire en d'autres termes, il faut lever les contraintes. Ouvrez le mercato. Exactement, parce que... Lever les contraintes, stabilité d'effectifs, recruter les meilleurs joueurs si vous avez l'ambition d'aller jouer avec la Champions League africaine. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quels sont les joueurs étrangers que vous pouvez aller chercher? Donc la réglementation dit que vous avez droit à 2 étrangers qui sont internationaux et moins de 27 ans. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent exportateur de joueurs. Et donc, si vous allez chercher des internationaux, comme je prends l'exemple du Sénégal, vous ne pouvez recruter aucun joueur sénégalais aujourd'hui. Ouais. Aucun. Ils sont tous en Europe. Ouais. Donc, si vous souhaitez recruter un joueur sénégalais, il va falloir aller chercher le 80e, le 100e, avec le risque que ça a de faire un mauvais coup. Voilà. Ouais. Il y a un exemple, Mamar, pour appuyer un peu ce que dit Nordine, et il est tapant aujourd'hui. Quand vous avez un joueur comme Nicolas Anelka, qui vient dans le championnat algérien, qui a joué au Real Madrid, qui a joué à Chelsea, qui a joué au PSG et qui n'a pas le droit de jouer dans le championnat algérien. On ne lui a pas délivré de licence, c'est vrai. Et on ne lui a pas délivré de licence parce qu'il dépassait l'âge. Je suis désolé. C'est déjà un coup marketing énorme que Nicolas joue dans le championnat algérien. Et là, on voit vraiment toutes les restrictions et toutes les contraintes qu'ont les clubs algériens à jouer les compétitions internationales. On va revenir sur la Champions League africaine avec la JS Kabylie qui se déplaçait à Tunis pour affronter l'Espérance après avoir été battu 1-0 au match aller. C'est un sujet préparé par Nelly Menzakar. De son côté, la JS Kabylie a effectué un court déplacement à Tunis au stade de Rades. Les Canaries ont à nouveau montré un beau visage. La première mi-temps est très disputée et c'est notamment Medjadel, auteur d'une prestation exceptionnelle, qui maintient son équipe en vie. En tribune, un feu sera allumé par les supporters de l'Est, des scènes d'un autre temps et que la CAF ne devrait pas manquer de sanctionner. Après un arrêt de plus de 45 minutes, le match a repris et Ben Ramdan inscrira le premier but pour l'Espérance. Les duels sont nombreux, le spectacle de qualité et c'est le Djem qui, d'une belle frappe sous la barre, redonne espoir à la JSK en toute fin de rencontre. Des actions confuses, des cafouillages dans la surface, tout autant de raisons d'espérer, mais finalement pour rien. En dépit de tous ces problèmes en championnat, c'est avec honneur que la JS Kabylie quitte cette Ligue des Champions.
Voilà, donc c'est terminé pour nos clubs, on l'a dit, on l'a répété, la JSK qui se trouvait dans une situation compliquée. Hamdi, c'était le dernier match, c'est Youssef Bouzidi qui prend les rênes techniques de la JS Kabylie, assisté de Mohamed Lasset qui sera avec lui, donc c'est le nouveau staff de la JSK, 4e entraîneur pour la JSK, stabilité technique également, on en parlait, pas de stabilité d'effectif, voilà. Ça résume très bien ce que vous dites, que ce soit pour la JSK, on a vu le CRB, même si ça bouge moins. Juste une question, Mohamed, pardon. Oui. Vous venez d'évoquer le futur entraîneur de la JSK. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il pourra avoir une licence? Ça y est, Hamdi, ils sont mis d'accord. Ils sont mis d'accord avec Hamdi, c'est fini. Parce que, d'après ce que je sais, pas plus de 3 entraîneurs par saison. Ils vont lui délivrer une licence. Ils vont lui délivrer la licence, tranquillement, il va prendre les rênes. Il revient pour la 2e fois à la JSK dans la position le club. Du pompier. Service pour sauver le club. On l'a vu, c'est l'exemple type de ce qu'on vient de dire. 2 joueurs étrangers, Iwala et Wamba, qui ne font pas la différence, qui n'apportent pas le plus, contrairement à Mamelodi Sundowns. Et du côté de la JSK, tous les problèmes vécus par la JSK au niveau administratif, les libérations, la mauvaise gestion de l'intersaison, eh bien, vous le payez à un moment donné. Tout à fait. Là. On le sait, quand vous analysez les meilleures équipes à l'échelon international, les meilleures équipes, ce sont les équipes qui ont le plus un effectif stable et donc une stabilité sur le moyen et long terme. Et donc, on sait très bien que les changements d'entraîneur ne sont pas favorables pour aller chercher un objectif, quel qu'il soit pour aller chercher un podium ou qu'il soit pour se maintenir. Alors, dans le même temps, je rappelle les demi-finales. On aura le Ahli du Caire qui sera opposé à l'Espérance sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns face au détenteur du trophée, le Wydad de Casablanca. Un favori sur les 4 Nordine? Mamelodi Sundowns qui a fait forte impression. Moi, je ne suis pas très bon pronostiqueur. Non, mais sur ce qu'a montré cette équipe. Sur ce qu'a montré Mamelodi, on peut penser qu'ils vont effectivement, puisqu'ils ont dominé facilement le CRB, on peut penser qu'ils font office de grands favoris. Mais encore une fois, la vérité de ce match-là et la vérité d'une prochaine demi-finale ce n'est pas la même. Parce qu'on sait que le Wydad va mettre beaucoup d'impact avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer ces matchs à haute intensité et qui se jouent sur le détail. Ouais. Pour la JSK, il s'agira de sauver la saison, d'assurer le maintien. Pour le CRB, d'aller chercher ce qui serait historique, un 4e titre. Je vous pose la question, Nordine Bouachela, parce que je rappelle également que vous avez été recruteur pour un club anglais, Brighton. La saison prochaine, la Champions League africaine, si le CRB se qualifie, est-ce que ça se prépare dès maintenant? Elle s'anticipe bien en amont, dans la mesure où effectivement le CRB joue son 4e titre, ce qui est historique. Mais quand vous analysez l'effectif du CRB, je me suis amusé à analyser les différents effectifs des différents clubs algériens. On voit que les joueurs qui ont le plus de temps de jeu au CRB aujourd'hui sont en fin de contrat en 2024. Et donc, aujourd'hui, le recrutement des années à venir se prépare aujourd'hui déjà. Et le meilleur recrutement, c'est garder ses meilleurs joueurs. Ça, c'est une première chose. Très bien. Et bien voilà, concernant nos clubs engagés sur les compétitions africaines, on va aller sur des hauts et des bas. De les débats avec la Coupe d'Afrique des Nations des U17. C'est vrai que c'est des compétitions chez les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'exposition médiatique. On ne les suit pas beaucoup. Non, on peut parce que finalement, on est loin. Peut-être les entraîneurs, les techniciens, ceux qui font du scouting, viennent voir. Il y a beaucoup de recruteurs. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de scouts français et étrangers, des clubs italiens, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un séminaire de l'ensemble des DTN africains qui a lieu à Alger actuellement. Et donc, tous les DTN africains sont en séminaire aujourd'hui. Et c'est une compétition qui intéresse, bien sûr, puisque c'est une compétition de haut niveau, mais on est loin encore du monde professionnel. Parce qu'il faut savoir qu'un faible pourcentage de ces joueurs-là arrivent à signer un contrat professionnel. C'est-à-dire, c'est des étapes dans la carrière d'un joueur. Est-ce qu'il sera capable de passer de cette catégorie à aller vers plus haut? Et ça, tout dépendra, c'est les trajectoires. On sait qu'il y a beaucoup de déperditions à ce niveau-là. Il y a énormément de déperditions, il y a un environnement qui est très fluctuant et qui peut mettre une grosse pression sur le joueur. Et là, encore une fois, pour ces joueurs-là, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et cette carrière-là, bien pour certains, elle commence aujourd'hui, mais c'est un marathon. Et ce n'est pas forcément les meilleurs qui en sortent. Je voudrais rester avec vous sur le séminaire. Il concerne la formation et la prise en charge des meilleurs talents. Exactement. Sur le continent. Vous prenez les centres de formation au niveau des clubs ou vous prenez les académies?
Je crois qu'avec l'expérience que j'ai au niveau africain, il n'y a pas de vérité. Il faut analyser localement ce qui est mis en place. Les spécificités locales. Exactement. Chaque pays a des spécificités. Exactement, parce que chaque pays, soit vous avez des volontés politiques, du pouvoir politique qui dit, tiens, voilà, moi je veux que le football soit le sport favori et donc je vais financer ce sport-là et je vais obliger les clubs à développer des académies, etc. Vous dites obligé. Obligé, Merci. bien sûr. Non, j'insiste sur le mot obligé. Parce que quand on le voit, je prends l'exemple de l'Algérie, quand la direction technique nationale n'oblige pas, ou la fédération n'oblige pas les clubs à avoir leur propre centre de formation, alors que c'est l'État qui finance le football, il faut le dire, c'est l'État qui finance à travers les entreprises, à travers également les démembrements, les wilayas. Mais si vous n'obligez pas les clubs ne le feront pas. Exactement. Ensuite, soit c'est la fédération elle-même qui a le pouvoir et les moyens financiers de financer les académies, les pôles fédéraux, comme l'a eu fait la France il y a une trentaine d'années, qui a développé, multiplié, qui a maillé tout le terrain. Et on voit aujourd'hui la politique sur les jeunes français mondial à travers les pôles d'excellence. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà. Ou, si vous n'avez ni la première solution, ni la deuxième solution, vous avez la troisième solution, qui est l'investisseur privé. Et c'est le cas du Sénégal. Depuis une quinzaine d'années, vous avez une multitude d'investisseurs privés qui investissent dans les académies. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs joueurs de ces académies. On retrouve chez les U17 On retrouve chez les U17, on retrouve en Europe. Sélections. Et on retrouve dans les pays africains. Très bien. Mais quand vous parlez des académies au Sénégal, je reste sur cet exemple, il y a beaucoup de partenariats également avec les clubs français. Alors, ce n'est pas réellement des partenariats. Le seul club qui a un partenariat... C'est Génération Foot. C'est Génération Foot. Pourquoi ? Parce que vous avez le FC Metz qui investit plus de 1,5 million par an dans Génération Foot et qui est propriétaire de Génération Foot. Les autres développent ce que je dirais des partenariats, mais le partenariat, il est ce qu'il est, parce que chaque année, il est fluctuant. Si demain, Djambar a signé un partenariat avec l'Olympique Marseille, ils ont fait signer un garçon qui s'appelle Dieng, Bamba Dieng, qui a été transféré à Lorient qui a marqué d'ailleurs hier. Exactement, contre le PSG. Mais c'est des partenariats à court terme, parce que si ça se trouve, le meilleur joueur ne voudra pas aller à l'Olympique Marseille, il voudra aller avoir une expérience dans un club anglais, dans un club allemand, etc. Et là, le partenariat peut tomber de lui-même. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un club, le Parado Athletic Club, qui va signer dans les tout prochains jours un contrat de partenariat avec ce qui se fait de mieux en France en termes de formation, l'Olympique Lyonnais, et également avec Montpellier. Voilà. Donc c'est les deux clubs qui seront partenaires du Parado, qui reste le modèle aujourd'hui en matière de formation. Comment va faire le Parado s'il y a un très bon joueur ? Ils vont le sceller, je ne sais pas comment ils vont... Ça, il faudra voir. Mais le Parado reste le modèle chez nous. Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, c'est un investisseur privé qui a payé de ses propres deniers, qui a financé la formation et qui a récolté les fruits de son investissement. Très bien, on va aller sur la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour la catégorie des U17 avec la cérémonie d'ouverture et le match Algérie-Somalie. Salah Faisal. Tout était au rendez-vous lors de l'ouverture de la 14e édition de la CAN U17 en Algérie samedi 29 avril. Une cérémonie d'ouverture qui a donné le coup d'envoi de la compétition continentale, la deuxième en Algérie pour l'année 2023. Une cérémonie d'ouverture basée sur le thème de l'Afrique et la jeunesse. Un très beau spectacle de 15 minutes dont la star est l'artiste local Jam, des couleurs africaines et musique rythmée. Les DJ ont lancé des tubes qui ont fait vibrer les spectateurs. Le vice-président de la CAF, Souleymane Ouaberi, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad, et le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Sfizef, figuraient parmi les personnalités présentes. Le match d'ouverture de la CAN U17 opposait le pays hôte, l'Algérie, à la Somalie. Les protégés d'Ares Kherman ont entamé leur campagne avec une belle victoire de 2-0 au stade Nelson Mandela. La sélection algérienne a abordé son match en 4-3-3 où on a trouvé de la cohérence et de la cohésion et de l'automatisme. Mouslim Anatov, capitaine des Verts, auteur d'un doublé en 7 entames de compétition, a été élu homme de match. L'Algérie a dominé son adversaire tout au long du match. À la 26e minute, la Somalie a craqué. Anatov a lu la trajectoire de la passe en retrait d'Abdelrahman Ahmed. Le crack algérien intercepte, dribble le gardien et signe le premier but du tournoi. La Somalie réagit. Abdelrahman a tenté sa chance d'un tir lointain. Mais le gardien algérien, Mastias Hammesh, a réalisé un super arrêt du bout des doigts. Après la pause, l'Algérie n'a eu besoin que de 6 minutes afin de doubler la marque. Un corner pour l'Algérie, Anatov Mouslim à la réception et ça fait 2-0. L'Algérie partage désormais la tête du groupe A à la différence de but avec le Sénégal pour les Verts. Sid Ahmed Redis, en termes de compétition réussie pour les protégés d'Ares Kherman.
2-0. Aujourd'hui, l'objectif, avant tout, c'est d'être parmi les 4 premiers. Exactement. D'être en C'est ce que demi-finale. j'allais dire, parce que sur ce genre de compétition, peu importe si vous allez au bout, il y a un objectif qui doit être fait. C'est d'être au mondial. Exactement, c'est d'aller au mondial, être dans le dernier carré. C'est important de débuter par une victoire, surtout quand on joue chez nous, lors de tournois pareils. Et les coéquipiers d'Anatov ont fait le job. D'ailleurs, c'était un match abouti, de bout en bout, depuis la première minute, sérieux. Ils étaient bien concentrés. Et on l'a vu, Reskerman, par la suite, disait que sur ce genre de compétition, et surtout à cette catégorie-là, catégorie d'âge en U17, le plus important, c'est de continuer un peu le processus pour arriver jusqu'en, comme le disait tout à l'heure Nordin, en équipe première ou décrocher un contrat professionnel. Parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Pour ces jeunes, on peut se donner, on va prendre le pari. Se donner rendez-vous dans 3-4 ans. Exactement, j'allais dire se donner rendez-vous, prendre le pari et de voir dans 4-5 ans combien de joueurs qui ont joué aujourd'hui la CAN U17 seront en équipe première algérienne. Généralement, il y a beaucoup de déperditions. Énormément, plus de 90%. 90% de l'effectif. Ça veut dire sur 11 joueurs. Alors, il faut prendre les 25. Les 25. Il y a plus de 90%. Il en restera 10 à peu près. Un peu moins. Un peu moins. C'est toujours très difficile. C'est très difficile parce que, encore une fois, ils entament un processus de formation parce que ce sont des jeunes qui signent leur premier contrat, théoriquement, pour ceux qui... Alors, en Algérie, les joueurs ne sont pas protégés, ils sortent des académies de la FAF ou des académies... FAF, Paradou. Et puis vous avez ceux qui viennent de l'étranger. Voilà. Ceux qui viennent de l'étranger, aujourd'hui, ils sont sous contrat, donc soit sous contrat, ce qu'on appelle aspirant, soit sous contrat stagiaire, et ils entament un processus de 5 ans de formation. Ouais. Et entre aujourd'hui et les 5 prochaines années, il peut se passer beaucoup de choses. Déjà, la première étape, c'est à l'issue de ce contrat d'aspirant, 2 ans plus tard, il y a déjà un couperet qui tombe, à savoir si je signe stagiaire pro ou pas. Et si je suis reversé dans le championnat amateur. Ouais. C'est vrai qu'il y a des joueurs, moi je cite un joueur qui s'est grillé les ailes, il est parti très tôt, il avait commencé sa carrière, c'est Megheni. Ah oui. C'était un super talent et on l'a vu, parti très tôt en Europe. En Italie, à l'époque, et on l'a vu. Il n'était pas prêt déjà pour aller, il aurait dû terminer sa formation, chose qu'il n'a pas faite. Parce que les joueurs aujourd'hui et les familles et c'est l'environnement. L'environnement pense avant tout à la finance, à l'argent, et pas à créer une carrière sportive aux joueurs. Et d'abord, de développer l'homme, le gamin, qui est d'abord un être humain, pour qu'il soit épanoui. Ouais. Mais le plus important, Mahamal, je pense que sur cette catégorie, déjà, ils sont en post-formation. C'est-à-dire qu'ils sortent de 3 ans, de 12 à 15 ans de la pré-formation. Là, ils sont en post-pré-formation. Et le plus important, c'est de terminer un peu le cursus, qu'ils aillent au bout de ce qu'ils ont commencé. Parce que beaucoup, un peu, par la suite, se perdent dans des imaginations, à vouloir signer pro, à vouloir avoir un premier salaire, et ils perdent de vue l'objectif principal. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plus important, même pour les parents, pour l'entourage du joueur, c'est important qu'il aille au bout de son cursus. Véron était à Alger, l'occasion de lui poser la question, quelles sont les chances de l'Algérie d'avoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ? Écoutez sa réponse. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est là où l'Afrique excelle aussi dans les compétitions de jeunes. On a remporté pas mal de Coupes du Monde là-dessus. C'est vrai, par rapport aux résultats que l'Afrique fait dans cette compétition de jeunes, on peut demander plus de place pour cette compétition de jeunes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, ce n'est pas un secret, on milite aussi là-dessus. Je voulais juste revenir, si vous me permettez, au monsieur. Quand vous avez dit que l'Algérie a ses chances, ce n'est pas question de chance. C'est question qu'il y a des critères objectifs. Vous les avez remplis ou vous ne les avez pas remplis. Quand on regarde le niveau des infrastructures que l'Algérie a, je peux dire les pays du Nord qu'ils ont, donc tout le monde qui a des infrastructures, pas seulement footballistiques, mais aussi hôtelières, aéroportuaires, pour accueillir la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, à partir des critères, là, on peut dire, voilà, ils ont tout rempli, donc ils ont leur chance. Mais on ne peut pas partir de zéro dire qu'on a une chance. Je voulais juste nuancer votre
d'autres questions. Véron ne répond pas à la question, en d'autres termes. Il faudra attendre ce qui sera décidé. Je vais revenir sur une question qu'on va aborder, c'est les contrôles IRM qui ont été faits. Est-ce que vous trouvez normal, on avait eu un débat avant, concernant les footballeurs, les jeunes footballeurs, sur la question de l'âge. Est-ce que vous trouvez normal qu'on leur fasse des contrôles IRM? Non, non, pas du tout. Dans la mesure où, effectivement, en Afrique, il y a eu beaucoup de fraude par Il y a eu le de la passé. fraude, Et où, même dernièrement, il y a toute une équipe du Cameroun qui a été disqualifiée. Le Soudan ici vient d'être disqualifié parce qu'effectivement, beaucoup d'équipes faisaient des joueurs qui avaient 2 ans, 3 ans de plus que de leur catégorie d'âge. Ce que je trouve Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous interpelle? Voilà. Qu'on fasse aujourd'hui des contrôles pour vérifier l'âge biologique des enfants, c'est une bonne chose. Et donc mais qu'on ne le fasse qu'en Afrique me gêne, dans la mesure où il va y avoir une Coupe du Monde qui va se jouer, et je ne comprends pas, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, pourquoi la FIFA n'impose pas ces tests IRM, que ce soit aux sélections européennes, que ce soit aux sélections du Moyen-Orient, sud-américaines ou des pays de l'Est. Voilà. Pour toutes les sélections. Et pour toutes les sélections de la Coupe du Monde. Ça laisse une impression de tricheur pour le continent? Oui. Et de discrimination. D'ailleurs, ça a été évoqué, Mamar, par le médecin en charge de la FIFA, qui, à un moment donné, se disait que les nations africaines avaient remporté, pour cette catégorie d'âge, le Ghana, U17, le Nigeria, 5 fois champion du monde. Donc, il disait que pourquoi, à cet âge-là, ces Africains sont champions du monde, mais par la suite, il se posait la question, arrivé à une catégorie au-dessus, c'est-à-dire U20, U23, on ne voyait plus ces nations et on retrouvait généralement des nations comme l'Espagne, la France européenne ou sud-américaine. Donc c'est pour ça, d'où la polémique de cette catégorie, spécialement des U17. Très bien, on va écouter l'entraîneur national sur la disqualification du Soudan. Eh bien, 4 joueurs ont été contrôlés et les 4 joueurs, eh bien, on avait triché, ils avaient triché sur leur âge. Les examens de l'IRM, quelqu'un qui a une croissance précoce, une croissance tardive. L'ossification de l'os, il n'a plus de cartilage. Il n'a plus de cartilage, donc يصنفوه كواحد تاع 20 سنه ولا تاع 19 سنه، ولهذا نعاود نذكر فيما تم في بعض الامور قيل باللي ان الجزائر اقل من 17 سنه يافي ان سكوندال sur les joueurs qui ont été éliminés. On n'a parlé dans la conférence de presse, on a précisé que voilà, on ne prend pas de risque avec certains joueurs qu'on a jugés par rapport aux derniers examens avant de remettre la liste finale. On ne voulait pas prendre des risques, donc ils étaient prévents, très très limite, c'est leur âge, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on les a éliminés avant de remettre la liste. Alhamdulillah, les 26 joueurs qui ont été examinés hier, ils sont tous présents ou ils jouent la compétition. Wa shukran, wa salam alaikum. Eh bien voilà, de toute façon, l'équipe du Soudan qui quittera Alger demain, le Soudan du Sud. Un joueur victime de sa participation à cette Coupe d'Afrique des Nations des U17 avec l'Algérie, c'est Ben Ali, qui a vu son contrat résilié avec le Football Club de Nantes. Sa réaction. J'ai toujours respecté le FC Nantes depuis que je suis petit, j'ai tout bien fait là-bas. Maintenant, cette année, j'ai eu la possibilité de représenter mon pays, qui est l'Algérie. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde de représenter ce pays parce que c'est vraiment exceptionnel. Être algérien, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Être algérien, c'est une grande fierté. Donc, j'ai tout bien fait. Bien sûr, avec le club, on n'était pas trop d'accord sur quelques points. J'ai respecté tout ce que j'avais à faire. J'ai décidé d'aller en Algérie. Donc voilà, moi je n'ai pas fait de choses mauvaises. J'ai pas été irrespectueux. J'ai fait un choix qui est de représenter l'Algérie. Il faut respecter mon choix. Après voilà, il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Mais le plus important, alhamdoulilah, c'est d'aller loin en compétition en cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Pourquoi pas aller en Coupe du Monde, Inch'Allah. Nordin Bouachira, ça doit être compliqué pour lui. Il est en compétition et dans le même temps, il apprend que son contrat est résilié. Alors, très compliqué. Après, je pense qu'il faut avoir les tenants et les aboutissants. Ouais. Quel type de contrat il avait au FC Nantes? Là, je ne connais pas le statut du contrat qu'il avait au FC Nantes. Et il faut savoir, pour ces joueurs-là, la date butoir de fin de contrat, c'est au 30 avril. Et c'est-à-dire que dans tous les centres de formation français aujourd'hui, ils annoncent aux joueurs... Qui n'est pas retenu. S'ils sont retenus,
ou pas. Donc pour aller plus loin et pour voir s'il y a réellement une discrimination, etc., c'est d'analyser la nature du contrat et de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles le FC Nantes n'a pas gardé ce joueur. Mentalement pour ce joueur, Sidi Ahmed. Ça va être compliqué. C'est vraiment dur Se concentrer sur la compétition au moment où il apprend qu'il est bon. Dur à digérer, surtout qu'il l'apprend et il est en pleine compétition. Oui, mais il connaît, d'après ce que nous dit Nourdine, il connaît les règles du jeu. Oui, clairement. Au 30 avril, donc le c'est 30 très clair. avril. Mais après, je pense que c'est... Parce que ça a fait le tour de la toile. C'est vraiment l'info de ce lundi. Et tout le monde a repris sur les réseaux sociaux. Même Dembaba, l'ex-international sénégalais, avait tweeté sur son compte. Il a eu un élan de solidarité de la part des footballeurs et des responsables. Donc après, comme a dit Nordine, il faut voir vraiment quelle est la nature de ce contrat et pourquoi son contrat a été résilié pour ne pas tomber vraiment dans le piège de dire que c'est de la discrimination ou autre. Parce qu'il y a eu le cas Hadjam auparavant avec Antoine Comboiré, le même club, le FC Nantes. Donc on va attendre un peu et essayer de savoir quels sont vraiment les aboutissants de cette... Algérie-Sénégal demain, les deux favoris du groupe. Je ne sais pas si ça sera deux favoris. Les Sénégalais, ils ont tout gagné, même le foot en salle. C'est pour ça que je vous pose la question. Même le beach. Le beach, plutôt. Ouais. Ils ont le beach, la Coupe d'Afrique, la Coupe Chan, etc. U20. Ça a été une année exceptionnelle pour nous. Vous les voyez également sur cette... La compétition est très relevée. Vous avez le Mali, vous avez le Maroc, vous avez le Nigeria. Et encore une fois, je reste très très prudent. Parce qu'encore une fois, on l'a bien vu sur le premier match, la Somalie a posé des problèmes à l'Algérie. On voit que le Sénégal a battu difficilement son homologue. Et encore une fois, le Congo... Avec un pénalty raté. Exactement. Le Sénégal a un jour de moins de récupération. Et encore une fois... Ça peut faire la différence ? Exactement. Surtout avec ces catégories d'âge, ces jeunes-là, qui sont tout feu, tout flamme et qui peuvent d'un jour à l'autre ou d'un match à l'autre donner un autre visage. Sur Algérie-Sénégal, l'entraîneur national, Ares Khelman. C'est vrai que les deux nations ont fait une bonne entame de la première journée, donc ça va pas être le même match. Donc, on peut dire qu'après le premier match, nos joueurs ils se sont un peu libérés de la pression de match d'ouverture. Je l'ai toujours dit que voilà, le match d'ouverture il est difficile de l'entamer. Mais un deuxième match contre le Sénégal, contre une nation prétendantes qui sont venus là pour jouer le premier rôle. Donc ça va être un autre match avec d'autres caractéristiques. Bien sûr, ça va pas être la même valeur, sans sous-estimer la valeur de la Somalie, mais ça va être un match très très difficile pour les deux. On est très concentré, encore plus que contre la Somalie. Comme l'a très bien dit le coach aussi, c'est très difficile d'entamer une compétition. Donc maintenant, on va se libérer parce qu'on sait à quoi s'attendre, notamment avec le public, parce que c'est jamais simple de jouer une première fois devant plein de monde comme ça. Donc maintenant, on va se libérer, on va jouer notre jeu, bien sûr sans pression, et puis toujours aussi concentré, toujours aussi déterminé, et puis pourquoi pas, Inch'Allah, gagner. Une victoire serait synonyme de qualification. L'entraîneur du Sénégal, Serigne Dia, sur cette rencontre face au pays organisateur, l'Algérie. Supposé très difficile, dans la mesure où les Algériens sont réputés avoir un jeu très technique, voilà, un jeu très offensif, des joueurs très techniques, voilà, qui savent garder le ballon, qui ont une très belle maîtrise du ballon. Voilà, nous en face, on essaie de mettre en place une stratégie, voilà, pour pouvoir essayer un peu les gêner et profiter un peu de nos atouts sur le plan offensif. Ben, c'est vrai que la pression est un truc naturel. Tout le monde a besoin d'avoir de la pression. Mais c'est à nous d'utiliser cette pression, qu'elle soit une pression très positive. Cette pression qui va amener nos jeunes à continuer à apprendre dans cette compétition. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des U17, ils ne sont pas obnubilés par les résultats. L'essentiel, ils continuent à se développer dans ces genres de compétition. Et je pense que c'est dans cette optique qu'on va prendre les matchs 1-1. Premier objectif, c'est de sortir de la poule. D'abord, ensuite, d'essayer de se qualifier en demi-finale pour pouvoir
faire grandir ces joueurs dans ces genres de compétitions qui seront très bénéfiques pour leur développement futur. Eh bien voilà pour cette rencontre Algérie-Sénégal prévue demain au Nelson Mandela Nordin Boucher. Il nous reste 2 minutes, je vais revenir à vous. Vous êtes aujourd'hui, faites partie du staff technique du Sénégal. Le Sénégal, finaliste en 2019, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, présent au Mondial où ils sont passés le premier tour, sortis par l'Angleterre. Qu'est-ce qui manque aux Sénégalais pour, par exemple, sur une Coupe du Monde, on l'a vu la dernière, bon il y a eu des circonstances, mais pour encore passer à une étape supérieure? Ce qui nous a fait défaut contre l'Angleterre, c'est notamment sur ces grands matchs où tout se joue sur les détails, l'absence des joueurs cadres. Donc déjà, Sadio Mané n'a pas participé à la Coupe du Monde. Et face à l'Angleterre, notre milieu de terrain était décimé puisque Gueye était suspendu et Cheikhou Kouyaté était blessé. Et donc, on n'a pas une longueur de banc très importante. Vous n'avez pas de profondeur? On n'a pas de profondeur de banc. Quand vous regardez l'Angleterre, et que vous regardez les 3 titulaires, Keane, et que vous regardez Saka, etc., et que vous regardez le banc avec Foden, Rashford, etc., Grealish, on n'a pas du tout la même profondeur. Et ça, c'est très, très important pour aller le plus loin possible dans une compétition. Et aujourd'hui, le Sénégal, comme pour l'Algérie, on est dans une phase de transition. On a un groupe qu'on a amené, que Aliou Cissé a amené depuis les Jeux Olympiques de Londres, puisque c'est cette génération avec Gueye, avec Cheikhou Kouyaté, avec Sadio Mané, depuis les Jeux Olympiques de Londres jusqu'à aujourd'hui, donc sur un cycle de 12 ans. Et on est sur une phase de transition pour pouvoir rester... Il y a un renouvellement d'effectifs qui est en train de se faire? Il y a un renouvellement d'effectifs qui se met en place aujourd'hui, effectivement. Vous êtes également à Alger, vous allez animer un séminaire avec les journalistes demain? Exactement, demain j'anime un séminaire sur l'utilisation de la data dans le monde du football. L'information. Exactement. En d'autres termes. C'est vrai que c'est l'un des points faibles au niveau de notre championnat. On en parlait tout à l'heure. Il est très très difficile de trouver des données, des statistiques sur les joueurs algériens. Pas beaucoup. Et ce qui est problématique parce qu'il n'y a aucune visibilité du joueur algérien au niveau international. Exactement. Nordin Bouachela, merci encore une fois, ça a été un plaisir. Le temps est passé très vite. Je vous remercie, Maman. Merci. Sidi Ahmed Reddis, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir. Je remercie toute l'équipe technique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, toujours 22h. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.